Donc, bonjour à tous et merci pour votre invitation. Donc, je vais essayer de parler sans langue de bois sur l'articulation HAD en EHPAD. Moi, je suis depuis quelques années à l'HAD de l'Assistance publique hôpitaux de Paris. Historiquement, c'est la première HAD qui a été montée en France en 1957. Et aujourd'hui, c'est la plus importante en termes d'activité des HAD publics sur le territoire national. Il faut dire aujourd'hui que quel que soit l'endroit où vous habitez en France, vous avez accès à une HAD. Et ce qui est intéressant, c'est quand on part à l'étranger où les autres systèmes de santé voudraient développer l'HAD, on voit bien que dans la plupart des pays, même européens ou nord-américains, l'HAD est très peu développée. Donc on est vraiment le seul pays aujourd'hui où il y a eu une mise en place et une implantation de l'hospitalisation à domicile de façon extrêmement importante. Alors notre territoire d'intervention pour l'HAD de la PHP, alors elle est conjointe à d'autres HAD sur l'Île-de-France parce qu'il y a d'autres HAD autres que publics, puisqu'il y a Santé Service qui est une HAD privée et il y a la Croix-Saint-Simon qui est une HAD privée aussi. Puis ensuite après il y a des HAD de taille plus petite. On est plusieurs HAD sur le territoire de l'Île-de-France. Notre territoire sur l'HAD de la PHP, c'est ce qu'on appelle le Grand Paris. 75, 92, 93, 94, avec une extension progressive pour essayer de couvrir l'ensemble du territoire d'ici 5 à peu près 5 ans. La plupart des activités aujourd'hui d'HAD sont dites polyvalentes, c'est-à-dire qu'on va de la néonate jusqu'à la gériatrie. Et lorsque l'on regarde notre activité, nous on a à peu près 820 à 830 patients jour. On a autour de 100 enfants, 100 parturientes et on a à peu près 600 à 650 patients dits adultes. Et parmi ces 650 patients dits adultes, quand je suis arrivé en HAD en tant que gériatre, c'est là où j'ai compris l'importance de la gériatrisation de l'HAD, parce qu'on a aujourd'hui, on a plus de 50% des patients qui ont plus de 75 ans et un quart d'entre eux sont pris en HAD et vivent seuls. Là, je reviens sur des choses parce que c'est vrai que pendant de longues années, on a dit si vous êtes seul, s'il n'y a pas d'aidant, il n'y a pas d'HAD. Aujourd'hui, pour vous dire que la plupart, il y a beaucoup de patients qui sont à domicile, qui sont seuls et qui ont l'HAD. Et je finis une parenthèse par rapport à ça. C'est aussi la présence du médecin traitant. Il y a quelques années, on pouvait rentrer en HAD avec la présence d'un médecin traitant. Aujourd'hui, trouver un médecin traitant qui suit un patient, c'est de plus en plus rare. Trouver un médecin traitant qui fait des visites à domicile, c'est quasiment impossible ou ça n'existe quasiment plus dans certains territoires. C'est pourquoi on est sur une médicalisation de l'HAD. L'offre de l'HAD, c'est du 24-24. Vous avez des équipes qui tournent vous retrouvez les mêmes professionnels que vous avez en hospitalisation conventionnelle, c'est les mêmes. L'aide-soignante, l'infirmière, l'ergothérapeute, la kiné, le médecin coordonnateur, l'assistante sociale, le psychologue, etc. Avec des expertises mixtes, multiples. On va revenir là-dessus parce que ça revient un peu sur l'ensemble des prises en charge en HAD. Juste là, c'est pour vous dire comment on fonctionne. On a 20 bases, 20 territoires sur l'ensemble de notre territoire du Grand Paris. C'est 20 bases, c'est-à-dire qu'on a 20 équipes qui sont basées dans des hôpitaux de la PHP et qui vont rayonner à proximité de ces hôpitaux, au domicile des patients. Alors voilà de façon un peu synthétique les 7 grande filière de toutes les activités, de toutes les HAD sur le territoire national. La première grande filière, c'est ce qu'on appelle la cancérologie. Aujourd'hui, surtout à l'HAD de la PHP, on fait beaucoup de chimiothérapie à domicile. On a plus de 25 à 30 molécules faisables à domicile. On a ce qu'on appelle des surveillances post-chimio. Ce sont des patients qui sont suivis en hospitalisation, souvent en hôpital de jour,
qui rentrent à domicile ensuite pour un suivi rapproché. On a la même chose pour les suivis post-radiothérapie et puis tout ce qui est soins de support avec des nutritions, avec des surveillances souvent post-chimio associées et parfois donc des traitements anticancéreux. Quand j'ai dit les traitements anticancéreux, parce qu'on fait de l'immunothérapie, des anticorps monoclonaux, tout comme de la chimiothérapie classique. Le deuxième axe, ce sont les soins palliatifs. Alors, nous produisons, je crois, on a le plus de soins palliatifs donc sur l'ensemble des hôpitaux, enfin sur les hôpitaux donc de la PHP. Donc, on a une augmentation de 50% sur les 2 dernières années. Ça représente aujourd'hui à peu près donc 25 à 30% de notre activité. Quand je dis soins palliatifs, c'est souvent soins palliatifs et fin de vie, puisqu'on a à peu près donc la moitié des patients qui sont en soins palliatifs, donc en HAD, qui vont décéder à domicile, même si lorsque ça devient difficile, donc on a des liens donc très forts, donc d'abord avec les réseaux de soins palliatifs des territoires, mais aussi donc avec les unités de soins palliatifs. À peu près donc à la louche, on a à peu près donc 70% de patients qui ont des pathologies donc carcinologiques et on a 30% donc de patients qui ont des maladies neurologiques ou neurodégénératives. L'axe 3, ce sont les pansements complexes. Je veux dire, c'est vraiment l'historique de l'HAD. L'HAD s'était monté à l'époque pour des escarres, pour des ulcères, pour des plaies diabétiques. En général, dès que vous avez des plaies qui durent alors de façon un peu arbitraire, donc plus de 30 minutes, c'est plutôt de l'HAD versus les infirmiers libéraux. Et on est au début de la mise en place de la télémédecine, parce que c'est vrai qu'on est en lien avec beaucoup de services donc de vasculaire, de consultation donc autour des plaies, et donc c'est vraiment notre chantier donc pour les mois à venir. Le point 4, donc c'est tous les traitements intraveineux. Là, je redis l'intérêt donc de penser à l'HAD lorsque vous avez des patients BHR, BMR en hospitalisation et pour lesquels il y a besoin des cures donc d'antibiotiques surtout. On a ensuite le 5e axe, c'est la post-chirurgie. La post-chirurgie, on travaille beaucoup donc avec la gynéco, le sein. On commence un peu l'orthopédie, mais c'est plutôt le mou, avec le transfert de protocole hospitalier donc vers le domicile. Ensuite, on a un axe qui est un peu plus large. Typiquement, ce sont des patients que l'on peut voir, que l'on a donc dans les unités de soins de longue durée, où c'est un mélange de patients qui sont chroniques, avec souvent besoin donc d'une aide importante, avec plusieurs passages par jour, plusieurs interventions multiples donc sur les 24 heures, avec des risques d'acutisation, d'infection, de troubles de la déglutition, de pneumopathie, etc., etc. Et donc ça, on a un nombre important de patients de ce type. Et puis enfin, donc ce qu'on appelle les polyhandicaps lourds. Typiquement, on a des corps de sclérose latérale amyotrophique, de myopathie, de patients qui sont trachéotomisés, qui ont des nutritions. Et ça, ce sont des patients qui sont en HAD au long cours. On les prend sur souvent des années, parce que de toute façon, il n'y a pas d'autre alternative donc à l'HAD. Alors, l'intervention donc de l'HAD en EHPAD, donc il y a eu un décret en 2007 par rapport donc à ce projet donc qui était à l'époque donc ambitieux. Donc on a participé nous HAD de la PHP donc à une phase expérimentale en 2005. Et l'objectif de l'intervention en binôme donc HAD et EHPAD, c'était donc d'améliorer et la quantité de soins et la qualité, donc le fait d'être deux et l'EHPAD et l'HAD, pour éviter les recours donc vers l'hospitalisation ou les recours donc vers les urgences. Alors là, il y a une bibliographie, il y a quelques papiers qui commencent à sortir. Donc là, c'est un BMC de 2016 qui montre bien lorsque vous renforcez les soins en EHPAD, ça peut avoir donc des effets positifs sur le recours vers l'hospitalisation, surtout donc vers le recours vers le SAU et le recours donc vers l'hospitalisation conventionnelle. Alors, entre 2007 et 2016, je prends ces deux dates parce que 2007, c'est le décret, 2016, c'est là où nous, on s'est attelé à l'HAD de la PHP d'essayer d'améliorer ces partenariats parce qu'on avait très très peu d'interventions en EHPAD, parce que c'était compliqué, parce que nos professionnels, nous d'HAD, nous disaient « je suis en HAD, j'ai choisi l'HAD, mais je n'ai pas choisi de travailler donc en EHPAD ». Enfin bon, j'en passe, mais c'est vrai que ce n'était pas simple d'améliorer donc les articulations entre les deux, donc, les deux équipes.
Et c'est pourquoi donc on en a fait donc un projet prioritaire donc à l'HAD de la PHP, avec d'abord donc une double approche. D'abord une approche donc EHPAD, c'est-à-dire que d'abord on a mis en place, donc il y a une personne, donc une professionnelle donc qui est chargée de mission donc chez nous, qui fait le tour des EHPAD et qui explique comment fonctionne l'HAD et qui elle accompagne lorsqu'il y a des difficultés pendant le suivi pour essayer de revoir un peu les organisations. Et régulièrement, donc moi, avec ma directrice, on rencontre donc les directeurs donc d'EHPAD et en particulier donc des groupes d'EHPAD. Par ailleurs, donc, on a tout un travail de lien avec les services hospitaliers, nos collègues hospitaliers, pour leur dire, lorsque vous avez un patient dans vos lits qui est en EHPAD, pensez qu'il peut rentrer de façon plus tôt ou plus rapide, donc en EHPAD avec l'HAD. On a, il y a quelques années, avec un collègue donc, qui est responsable des urgences, donc on ne peut pas le citer, de Bichat-Beaujon, on s'est dit finalement, on pourrait très bien, pour des patients d'EHPAD qui arrivent aux urgences pour des soins palliatifs ou des pansements complexes, imaginer que ce patient-là pouvait, enfin ce résident-là, pouvait retourner le jour même avec l'HAD dans son EHPAD. Alors, toute la difficulté, c'est que en fait, les patients qui arrivaient au SAU n'étaient pas identifiés EHPAD. Donc, vous voyez, donc c'était quand même toute une culture à faire. Et aujourd'hui, donc, on commence à améliorer donc cette filière donc du recours donc à l'HAD EHPAD à partir du SAU. Et puis donc le lien donc avec l'ensemble des réseaux de santé. Alors, sur les 2 dernières années, donc, on a un peu explosé nos demandes et nos interventions donc en EHPAD. Donc, on a à peu près donc, ce qui est intéressant, donc, on a à peu près donc 600 admissions donc HAD de résidents donc en EHPAD. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, les admissions qui, il y a encore 2 ans, étaient majoritairement des admissions à la demande des hospitaliers, c'est-à-dire les hospitaliers avaient dans leur lit des résidents d'EHPAD et ils pensaient à nous. Aujourd'hui, c'est quasiment 50-50, c'est-à-dire que les EHPAD font appel à nous en amont. Bon, il y a un changement par rapport à ça. Dans les modes de prise en charge, c'est-à-dire pour quelle indication on nous appelle. Alors, je pense qu'il faut prendre les résultats donc avec... il faut revoir donc la portée des résultats parce que donc, dans 80%, donc, c'est ce qu'on appelle les pansements complexes. Dans 8%, ce sont des soins palliatifs. Dans 4%, c'est de la chimiothérapie. Donc, chimiothérapie, souvent, c'est pour des patients ou des résidents qui ont des cures régulières, quasiment hebdomadaires. Pour de l'injectable, pour l'antibiothérapie, donc 4%. Puis ensuite, donc, pour des types PCA, mais pas. Mais je pense qu'on sous-estime la prise en charge soins palliatifs parce que très souvent, on nous demande d'intervenir pour des pansements complexes, pour des patients qui sont souvent donc avec des dépendances importantes, qui sont souvent donc plutôt en fin de vie. Donc voilà, donc on a probablement dans les pansements complexes et pour lequel donc souvent donc on intervient initialement pour des pansements complexes et puis ensuite donc c'est plutôt donc avec le recours avec des PCA ou autres. Et puis donc de façon pas étonnante, mais ce sont des patients donc avec des polymorbidités donc et des incapacités fonctionnelles importantes. Alors, sur le retour de ces 2 ans, il y a 3 choses sur lesquelles qu'on a mis en place et qui sont importantes pour essayer d'accompagner donc ce changement et cette meilleure articulation donc EHPAD-HAD. Ça a été d'abord donc de structurer ce parcours. Ce qui veut dire, c'est que lorsqu'on a une demande d'abord donc par une EHPAD ou pour un résident d'EHPAD, on essaie d'intervenir donc le plus rapidement possible. On essaye de le faire donc en moins de 48 heures. Et ce qu'on essaye de faire, donc, c'est donc dans l'évaluation donc initiale par notre infirmière de coordination, c'est d'identifier, il y a une feuille, le qui fait quoi, c'est-à-dire qui va faire entre l'intervention donc des professionnels de l'EHPAD et l'intervention des professionnels de l'HAD. Et ça, c'est important parce que souvent après, il peut y avoir des confusions entre le pansement, c'est vous, l'HAD qui le faisait, la toilette, c'est l'EHPAD, et l'idée, c'est de pouvoir résident pour résident, de pouvoir bien formaliser donc cette prise en charge commune. Et puis nous, lorsque finalement les choses évoluent dans le bon sens, c'est d'anticiper donc avant, donc avec l'EHPAD. Le deuxième point, c'est vraiment se rencontrer. Quand je dis se rencontrer, c'est-à-dire que pour tout nouveau résident d'EHPAD qui rentre en HAD, le cadre qui coordonne donc de chacune des bases ou des unités de soins
va dans l'EHPAD pour rencontrer donc l'équipe de l'EHPAD et voir un peu comment d'abord donc se présenter, représenter donc l'HAD. Et donc ça c'est pour tout nouveau résident pour une EHPAD donnée, et du coup ça permet comme ça d'éviter les malentendus, et puis lorsqu'il y a des difficultés, donc il y a un retour rapide de l'IDEC ou de la cadre de l'EHPAD vers la cadre de l'HAD. Alors nous, en HAD, moi j'ai fait un staff chaque semaine, comme je le faisais donc à l'hôpital conventionnel. Donc lorsqu'il y a des difficultés, lorsque les soignants me font remonter donc des gradations ou des améliorations, moi je me mets directement en lien avec mon collègue médecin coordonnateur ou le médecin traitant donc du résident. Et puis le troisième axe, c'était donc des formations partagées, c'est-à-dire donc depuis 2 ans maintenant, on fait des formations avec des professionnels de l'HAD et des professionnels de l'EHPAD. Ça se passe en EHPAD, où chacun présente un peu ses activités. Et là, on est en train de construire donc des supports en commun qui n'existent pas encore, mais qui sont indispensables pour améliorer le suivi. Quelques résultats encourageants. Donc là, c'était vraiment sur un focus sur une étude qu'on avait faite donc il y a 2 ans pour des patients donc de soins palliatifs. On montrait que des patients en soins palliatifs qui étaient pris en charge donc avec l'intervention mixte HAD et EHPAD étaient moins réhospitalisés que les autres. Alors quelques points de perspective, les dynamiques et le maillage, mais donc dans les projets structurants pour les mois à venir, donc on a la question des dossiers dormants. Les dossiers dormants, l'idée c'est de dire et de voir donc avec les EHPAD peuvent identifier les résidents qui pourraient potentiellement avoir besoin d'une intervention de l'HAD. Et dans ces cas-là, donc nous on fait une évaluation en amont, et puis lorsque la situation se dégrade, nous on intervient de façon beaucoup plus rapide. Donc le développement de la télémédecine, comme je le disais, donc c'est un chantier, et que pour l'instant donc on travaille un petit peu avec le CASVP sur la téléconsultation et la téléexpertise, mais on n'en est qu'au début. L'idée, c'est d'étendre la partie donc intervention HAD EHPAD via les urgences. Alors aujourd'hui, on a plusieurs services d'urgence qui fonctionnent bien par rapport à ça. Typiquement, des patients qui ont des pneumopathies de déglutition qui arrivent aux urgences et qui ont besoin d'avoir une antibiothérapie à visée hospitalière ou non, peuvent revenir le jour même ou dans les 24 heures donc en résidence avec donc l'HAD. Alors comme je vous l'avais dit, on avait commencé sur Bichat-Beaujon, et là ça fonctionne plutôt bien sur des hôpitaux comme Louis-Mourier, Avicenne, des hôpitaux donc plus périphériques. Mais on a vraiment, je pense, quelque chose à améliorer par rapport à ça. Le point 4. Le point 4, c'est plus que dans les cartons, parce que maintenant on commence à y travailler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'HAD intervient dans les 24-48 heures. L'idée, pour des situations très particulières, elle pourrait intervenir en urgence. Et ces situations particulières, c'est typiquement, donc on est en train de travailler avec un SAMU de l'Île-de-France. L'idée, c'est souvent le SAMU est appelé en EHPAD pour des situations soins palliatifs fin de vie, et très souvent ils se disent mais le résident est difficilement transportable. Finalement, le mieux, ce serait qu'il reste dans son lit en EHPAD et qu'on puisse lui apporter, mettre en place donc des soins techniques du type PCA, midazolam ou morphine ou autre. Et dans ces cas-là, on pourrait déclencher avec l'aval donc du médecin du SAMU et de l'astreinte médicale HAD qui est 24/24, on pourrait mobiliser donc l'HAD dans les 2-3 heures. Voilà, donc ça peut être de jour ou de nuit, mais ce qui veut dire c'est que nous, on est des équipes qui puissent être mobilisables très rapidement. Voilà, donc ça on partirait donc sur une dimension donc expérimentale, sur un territoire expérimental et avec un des SAMU. Et puis enfin, donc c'est tous les programmes de recherche, parce que en fait, on voit bien qu'aujourd'hui on développe la recherche en HAD, mais le champ de l'EHPAD, enfin de l'HAD en EHPAD, est un champ sur lequel on a besoin donc d'avoir davantage de retours d'impact en termes d'amélioration sur les paramètres de santé. Merci.